Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h19, je vous le disais, les Français sont gagnés par la fièvre de la généalogie, une passion française. Et ce matin, on va en parler avec Jean-Louis Bocarno qui est avec nous. Quoi de neuf dans la famille aux éditions Buchet-Chastel, un livre coécrit avec Nathalie Jovanovic-Fleurycourt. Oui, bonjour Jean-Louis Bocarno. Bonjour Patrick Roger. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler de la petite révolution qui est intervenue dans la généalogie ces dernières années avec les tests ADN, parce que c'est au centre en fait de votre livre. C'est une nouvelle révolution. C'est une nouvelle révolution. C'est une nouvelle révolution. La troisième. Oui, la troisième. Mais dites-nous, avant ça quand même, la généalogie, pourquoi on recherche toujours les traces en fait de sa famille et jusqu'où on peut remonter en dehors de l'ADN, quoi. Pour faire simple et rapide, je dirais que c'est un grand besoin identitaire. On veut savoir d'où on vient. Oui. Peut-être parce qu'on ne sait pas où on va. Oui. Question de génération et de société. Et que la généalogie, elle est faite... Je dis toujours qu'il faut être formaté pour bien faire de la généalogie. C'est-à-dire qu'elle est faite pour ceux qui aiment chercher. Très vite, on devient addict. C'est une addiction. Et soit vous êtes fait pour chercher, alors là, vous trouvez un terrain de jeu extraordinaire, et ça marche. Et de ce fait, si vous voulez, la généalogie, c'est une enquête policière. Vous allez partir de votre grand-père ou de votre arrière-grand-père, du dernier qui a laissé une trace dans la famille, à peu près connue. Et là, vous allez tirer un fil pour remonter. Et si de temps en temps c'est compliqué, celui qui n'est pas fait pour faire de la généalogie, qui n'aime pas chercher, laisse tomber. Et celui qui aime chercher, il accroche. Et il vit quelque chose d'absolument passionnant. Oui, mais et comme ça, on peut remonter, question que Patrick Roger me posait, on peut remonter dans la bonne moyenne pour des Français de souche, un peu originaires de l'Hexagone, parce qu'évidemment, dans tous les pays, on n'a pas les mêmes sources d'archives. Dans des familles françaises moyennes, on peut remonter en bonne moyenne, de les années 1630-1650. Parfois, aller plus loin, voire jusqu'au 15e, parfois 14e siècle, mais c'est déjà plus rare. Mais ça n'est plus l'apanage des seniors, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération qui s'intéresse à ça. Il y a plusieurs générations qui sont venues. Il y a une génération qui est venue dans les années 70-80, qui est passée au coupe-coupe dans les archives, qui a tout exploré, qui a fait un boulot extraordinaire de dépouillement, etc. Il y a une deuxième génération qui, au début des années 2000, a tout simplement, je dirais bêtement, tapé son nom sur un moteur de recherche comme Google et est tombé par hasard sur les sites généalogiques. Et là, ceux qui étaient faits pour en faire, ils ont grossi les rangs des passionnés. Et puis, on voit poindre, depuis quelques mois, voire quelques années tout juste, justement, une troisième révolution avec une troisième génération, qui sont peut-être les petits-enfants de ceux qui sont passés dans les années 80 en coupe-coupe, et les enfants de ceux qui, avec les moyens des années 2000, Internet, les réseaux sociaux, etc., dont je parlais tout à l'heure, et qui, ceux-là, vont découvrir la généalogie avec... à partir d'une autre approche et à partir d'un autre achat qui est souvent un achat d'impulsion. Bon, on veut faire comme le copain, on se dit on va connaître nos origines ethniques, on va faire un test ADN, on va se gratouner la joue, c'est marrant, etc. Ça peut rapporter gros, non pas forcément, mais ça peut rapporter des réponses qui ne sont pas forcément celles qu'on attend, mais qui en tous les cas vont donner l'occasion, ça ce sont plutôt des jeunes, des trentenaires, vont donner l'occasion à toute cette population-là d'avoir le questionnement généalogique, de se trouver face au questionnement généalogique. Parce que, je l'ai toujours constaté, on est toujours rattrapé à un moment de sa vie par le questionnement généalogique. Souvent, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, bof, on s'y intéresse pas. De toute façon, les parents sont toujours là, etc. C'est souvent après la perte des parents. Il y a toujours un moment, à la suite d'une rupture, deuil des parents, divorce, déménagement ou autre, qui fait qu'on est rattrapé par le questionnement généalogique au fil de sa vie. Et là, ces jeunes qui aujourd'hui se gratounent la joue pour envoyer leur petit truc à un laboratoire américain, eh bien, ils vont se trouver en face de ce questionnement-là. Et ceux qui sont faits pour en faire, eh bien, ils vont foncer, tête baissée, tomber dans la marne. Qu'est-ce qu'on connaît finalement en majorité? On connaît ses parents, ses grands-parents, au pire ses arrière-grands-parants, et ça s'arrête là. Alors, si les grands-parents sont encore de ce monde, pour les jeunes, on connaît plus ou moins les arrière-grands-parents. Mais en général, ça s'arrête à celui, au doyen qu'on a connu.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, alors par exemple, vous citiez tout à l'heure aussi des Français d'origine étrangère, par exemple, je ne sais pas, qui sont venus les Polonais, les Italiens. Voilà, c'est ça, les Italiens, voilà, bien sûr, du Portugal, du Maghreb. Et d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, quand même, ils peuvent aussi, à travers Internet, qui permet peut-être d'avoir accès à des documents, parce qu'avant, il fallait se déplacer. Faut-il qu'il y ait des documents. Dans les familles kabyles, la mémoire, elle était surtout orale. Donc, on ne peut pas recréer ce qui n'a pas existé. Et on constate aujourd'hui effectivement un vrai besoin, le même besoin qu'on avait en France dans les années 80, un besoin identitaire de se positionner, de se situer, de savoir où sont ses racines. C'est quoi ce besoin? C'est de savoir d'où on vient précisément? Est-ce que je vivais dans telle région? Non, mais c'est quoi? Est-ce que l'immédiat, je dirais, de savoir où sont ses racines. On se réveille un matin, on se dit, mais on s'appelle comme ci ou comme ça, Roger ou Mélibus, et on n'est pas de Paris, on n'est pas de Sucy-en-Brie. D'où venons-nous? Alors ça a quand même beaucoup évolué, parce qu'avec le travail des 2 premières générations, aujourd'hui, la plupart des familles françaises comptent un petit généalogie, je dirais. Ah bon, c'est vrai? Oh oui, il y a toujours un passionné aujourd'hui, à peu près. Et aujourd'hui, on peut à peu près, assez facilement, savoir d'où sortait la famille. Mais comment on fait sur des noms? Moins qu'on a envie de travailler sur les ancêtres, de savoir qui ils étaient, comment ils vivaient. Voilà, de jouer aussi au reporter, à l'historien, au James Bond ou au Sherlock Holmes de la famille. Mais comment on fait sur des noms qui sont plutôt assez communs, comme les Durand, les Dupont? Comment on arrive à savoir si ces gens sont de notre famille, pas de notre famille? Alors, d'abord, il y a 2 choses. Soit on recherche les ancêtres, soit on recherche les collatéraux. Quand on recherche les ancêtres, on suit la filière de nos Durand ou de nos Laurent à nous, et puis on les remonte, ou de nos Roger. Quand on recherche des collatéraux et qu'on se dit, voilà, c'est vrai que quand on a un nom rare, qu'on appelle monophylétique en termes techniques, c'est-à-dire issu d'une seule personne qui a reçu ce nom-là au Moyen-Âge, issu d'une seule lignée, d'une seule souche. Là, on peut se dire, on recense tous les porteurs de notre nom, on fait leur généalogie et on va tous les rattacher à l'arbre commun. Alors que quand on s'appelle Durand ou Dupont ou Laurent ou Thomas ou Martin, évidemment, c'est différent. Et là, on ne peut pas recenser tous les porteurs du nom. Et si, en sortant du studio, je croise un homonyme, je ne peux pas lui dire, bon, parlons-en, on doit être cousins. Là, on n'est pas tous à égalité en généalogie. On disait tout à l'heure, la région d'origine, le pays d'origine, qui fait qu'on va disposer de documents plus ou moins anciens. Le nom de famille, c'est pareil. On a un nom de famille rare, ça peut aider. Parfois, ça peut compliquer la vie. On a un nom de famille trop fréquent, ça va souvent compliquer la vie. Allez, on va poursuivre dans un instant avec vous, Jean-Louis Bocarno. C'est passionnant, quoi de neuf dans la famille. Et puis, donc, avec ce qui peut permettre de remonter beaucoup plus loin. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est autorisé? Parce que j'ai compris que c'était quand même assez compliqué. Ce sont les fameux tests ADN. On va en parler dans un instant. Et vos appels au 0826 300 300. Et on vous demandera la différence entre la généalogie classique et génétique. Parce qu'il y a une vraie différence. Ah oui, bien sûr. Restez avec nous, 9h27. Cette passion française, la généalogie, ce livre ce matin, quoi de neuf dans la famille, aux éditions Buchet-Chastel, avec nous Jean-Louis Bocarno, qui est un peu le pape de la généalogie en France, et pas mal d'appels pour vous. Et on accueille au 0826 300 300. On a Benoît qui est avec nous ce matin. Bonjour Benoît. Bonjour tout le monde. Passionné de généalogie, évidemment. Donc c'est pour ça, ce sont les passionnés aussi qui appellent. Mais ça intéresse évidemment ce qu'on disait, tout le monde dans les familles. Mais Benoît, comme passionné de généalogie, votre nom, votre région d'origine. Après, voilà, c'est ça. Moi j'aime les noms. Alors, on a évoqué juste avant la pause. Benoît peut dire son nom. Benoît, oui, votre nom? Oui, moi je m'appelle Benoît Conan. Donc, avec 2 N, enfin 3 N. Oui, 2 N, enfin 3 N en tout, et donc je suis originaire de Bretagne. Ok, voilà, c'est ça. Vous êtes... alors, j'évoquais la question des tests ADN, notamment, c'est ça. Votre réflexion, vous, Benoît? Moi, je trouve ça très intéressant. C'est vrai que c'est quelque chose qui est arrivé assez récemment, et d'ailleurs, ce n'est toujours pas autorisé en France, donc il y a encore des progrès à faire en la matière. Mais les tests ADN, c'est ça. Mais vous en avez fait, vous, Benoît? Moi, je n'en ai pas fait. Moi, je suis passionné de généalogie depuis longtemps et j'en ai fait mon métier il y a peu de temps, donc je suis indépendant. Donc, j'ai fait déjà beaucoup de recherches par moi-même, mais à l'ancienne, dans les registres, aux archives. Et c'est vrai que je serais curieux de faire un test ADN, effectivement, mais bon, j'attends peut-être aussi
que ce soit légalisé en France plutôt que de le faire par le biais de l'étranger. Mais bon, c'est une autre question. Mais ça a le mérite, je trouve, d'avoir amené beaucoup de personnes à la généalogie. Bon, même si ça n'est qu'un commencement. Ce n'est qu'un commencement, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir. Ça nous apporte beaucoup de réponses géographiques, notamment et ethniques, de savoir d'où on pourrait venir, mais voilà, ce qui est bien aussi, c'est que ça pousse les gens à en savoir plus, bien souvent, et à commencer à chercher par eux-mêmes aussi dans les registres, ce qu'ils ne faisaient pas forcément avant de faire le test ADN, ou alors ils ne savaient même pas qu'on pouvait chercher dans les registres. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça amène un nouveau public. C'est important, ça, justement, la recherche soi-même, d'aller scruter. D'aller soit dans les archives, soit sur des grands sites généalogiques comme Généanet ou Philae, où il y a des moteurs de recherche hyper performants. Et là, il faut savoir chercher, utiliser les moteurs de recherche pour bien trouver. Donc aujourd'hui, il faut mettre tout ça bout à bout, si vous voulez, les archives classiques, les archives numérisées, les sites internet, etc., pour travailler le mieux possible et être le plus performant possible. Mais la généalogie génétique va apporter éventuellement d'autres cartes à jouer. Oui, c'est ça. Alors, mais pourquoi c'est interdit en France, ces tests ADN, alors ? Pourquoi c'est interdit ? Je ne sais pas. De temps en temps, enfin, on parle. Vous ne savez pas, vous avez étudié la question. Mais parce que d'abord, on les dévalorise, ces tests ADN. Leurs principaux détracteurs les appellent des tests récréatifs. C'est une formule absolument vicieuse. Ça ne veut rien dire. Bon, parce que le jeune qui va se gratouner la joue comme ça pour faire comme nos copains, d'accord. Mais pour l'enfant adopté, pour l'enfant de l'assistance publique, pour l'enfant né de dons de gamètes, qui veut connaître sa véritable histoire, qui veut connaître, parce que souvent, il a de bonnes raisons médicales ou autres de se poser des questions. Donc, celui qui a un problème identitaire réel, c'est pas juste savoir de quelle région je viens, c'est savoir qui je suis vraiment. L'enfant de l'assistance publique ou l'enfant adopté, qui jusqu'à des générations récentes, parce qu'avec l'adoption internationale, on ne la cache pas, c'est différent, mais jusqu'à des générations récentes, ignorait tout, il ne pouvait rien savoir. Celui-là, il a un besoin vital, il est dans la nuit totale, et il a besoin de savoir d'où il vient. Ça n'est pas récréatif pour lui, on ne peut pas l'appeler récréatif. Oui. Alors après, on a des suspicions aussi, parce qu'on va dire que on va détricoter les familles. On va découvrir quoi ? Que mamie a trompé papy. Oui. D'abord, en général, quand ça s'est passé dans les familles, on le sait, où on en a plus ou moins des soupçons avec des secrets de famille, etc. Ouais. Et puis ensuite, c'est quand même, surtout du temps de nos ancêtres, c'était quand même rarissime. Évidemment, il y a eu des maris trompés, mais c'était quand même rarissime. Ouais. Donc là, il y a toujours... Mais donc on est susceptible d'une amende, hein, si on le fait, effectivement, parce que c'est à l'étranger. 3 750 € d'amende que personne ne s'est jamais vu infliger aujourd'hui. Oui. Vous parlez quand même du camp Pringle, où ils se sont rendus compte... Je parle du clan Pringle en Angleterre, où finalement ils se sont rendus compte que certains étaient des enfants illégitimes. Oui, ça arrive, évidemment. Donc, ça arrive. J'ai plusieurs témoignages. Bon, moi, si vous voulez, dans ce livre, je l'ai fait avec un co-auteur spécialisé, Nathalie Jovanovic-Floricourt. J'ai rassemblé, parce que je ne suis pas au top du top du top de la généalogie génétique, j'ai encore des choses à apprendre. Donc, mon éditeur m'a demandé de la généalogie, et j'ai dit OK. Donc j'ai rassemblé des témoignages, des expériences, etc., pour montrer ce que la généalogie. On ne va pas inciter les Français à faire des actes illégaux, mais leur montrer ce que ça peut apporter vraiment, de positif, de négatif, etc. Et pour tout ce qui était technique, ma complice a donné des décryptages expliquant le chromosome X, le chromosome Y, l'analyse autosomale, etc., l'aplogroupe, etc., etc. Donc, on voit qu'effectivement, à des tas de niveaux, ça va apporter beaucoup. Par contre, pour des Français, Benoît en parlait tout à l'heure, les origines ethniques qui, en général, font qu'on se gratoune la joue, comme je le dis et le redis, bof. Pour moi, généalogiste, bof. En ce sens que, je ne dirais pas que c'est un leurre, mais actuellement, les Français faisant très peu de tests, les laboratoires qui travaillent très bien, les laboratoires qui proposent des tests, les laboratoires qui travaillent très bien, établissent des panels à partir des informations qu'ils peuvent recueillir et au plan statistique, etc. Donc, comme il y a peu de Français, les
origines françaises sont automatiquement mal connues, beaucoup plus imprécises. Et si vous êtes normand, on va vous dire que vous vous rattachez des populations anglo-saxonnes ou autres. Si vous avez des ancêtres plutôt dans le sud, on va vous rapprocher des Italiens, etc. Et vous allez dire, mais j'ai pas de français dans mes origines. Si, mais actuellement, les panels et les contextes de recherche et de travail est ainsi fait que vos origines ethniques, elles vont être un peu floues. C'est pas ça le plus important. Hein. Le plus important, le plus intéressant pour le généalogiste comme Benoît ou comme moi, ce sont les correspondances génétiques. Alors c'est un terme technique, ça désigne vos cousins génétiques, les cousins avec lesquels vous partagez des ancêtres, parce que vous avez gardé tous de l'ADN des ancêtres communs. Et là, du point de vue généalogie, c'est une révolution parce que ça vous ouvre des horizons extraordinaires. Non mais ça c'est vrai. Allez, il y a Pierre qui est avec nous. Hein. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour. Passionné aussi de généalogie et de psychogénéalogie, c'est ça? Oui, donc j'écoute avec intérêt le début de l'émission. Oui. En fait, moi je voulais juste rajouter le mot psychogénéalogie. Oui. C'est quoi? Parce que expliquez-nous. Disons que c'est un petit peu le même travail que votre auteur. Oui. Sauf que c'est un travail d'enquête sur l'histoire familiale, sur le mythe, sur le mythe familial. Et on part de l'idée que les histoires familiales se transmettent de génération en génération. Ouais. Et que, comme l'a très bien dit votre auteur, il y a un moment, ça nous rejoint dans notre vie et on est obligé de faire une enquête. Alors j'ai beaucoup aimé le mot d'enquête policière. Ouais. Et on fait une enquête pour comprendre un petit peu justement d'où on vient et qui on est. Après, je pense qu'en psychogénéalogie, on passe pas vraiment par les mêmes outils, mais bon, après, chacun passe par les outils qui lui conviennent le mieux. C'est une compétence, une spécialité parallèle. Ouais. Et c'est très bien que vous interveniez, Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Parce que tout à l'heure, lorsque Patrick Roger, je ne sais plus, m'a posé une question, j'ai pensé à quelque chose de très important. On disait détricoter les familles, etc. Papy a-t-il été trompé par mamie, hein? De toute façon, actuellement en France, la généalogie génétique est encore peu développée, mais en Amérique et ailleurs, vous avez des spécialistes de généalogie génétique. C'est un métier, c'est devenu un métier, mais vous avez aussi des assistances psychologiques qui sont proposées, qui sont mises en place par les laboratoires, par le monde généalogique, etc. Parce qu'effectivement, ça soulève on est fragile, on peut être fragile, et parfois, apprendre, même quelque chose qui n'est pas dérangeant, va bouleverser une vie, va demander de savoir réagir. Oui, c'est ça. Donc il faut une forme d'accompagnement, Pierre. Donc Pierre doit me rejoindre un petit peu à ce niveau-là. Oui. Je pense qu'il faut être très prudent. Ça peut bouleverser, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'il faut que ce soit légalisé en France, pour que ce soit encadré et organisé. Oui. C'est ça. En tout cas, sur les attendus et sur les finalités de ce type de travail, je pense qu'on se rejoint complètement. Après, moi, d'une manière personnelle, je suis passé par d'autres outils, qui sont les outils soit de la psychanalyse ou en tout cas de l'enquête familiale. Et ce qu'il ne faudrait pas perdre de vue, c'est qu'il y a tout un ensemble d'outils qui sont à notre disposition. Mais moi, j'ai beaucoup aimé quand vous parliez d'enquête policière, et moi, je l'ai vraiment vécu pour ma famille. Oui. Et en fait, ce qui va... Alors, je peux peut-être prendre le mot de thérapie et de soigner, parce que moi, c'était un moment de ma vie, comme vous l'avez très bien dit. Moi, ma vie, elle s'arrêtait, je comprenais pas ce qui se passait. Ouais. Il a fallu que ma vie, elle redémarre. Et en fait, ce qui m'a vraiment aidé d'un point de vue purement thérapeutique, c'est pas tant de savoir si papy avait trompé mamie. Par contre, tout le travail que je vais faire, soit en faisant comme vous l'avez fait, soit comme moi je l'ai fait, en interrogeant mes parents, mes grands-parents, en tout cas les gens qui étaient là, ce travail d'enquête, le chemin pour aller enquêter, a une vocation thérapeutique extrêmement forte. Ouais. Et au bout de ce chemin, on peut faire de la génétique ou autre chose. Et au bout du chemin, alors, qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a permis de repartir, comme vous le dites, Pierre? Après, ça, c'est les histoires de famille. Non, je sais pas, on va peut-être pas rentrer dans les secrets, mais c'est intéressant quand même. Vous avez commencé à dévoiler une petite chose. Disons que je sais pas comment. En fait, moi, il y avait un événement très précis dans ma famille qui n'était pas complètement un secret de famille, mais qui était un peu mis de côté, qui liait au fait ce qu'on appelle en psychologie un enfant de remplacement, c'est-à-dire que ma mère avait perdu un enfant un an avant ma propre naissance, et qui a tout un travail, notamment, c'est pour ça que la question du deuil, la question du rituel est extrêmement importante. Et pardon Pierre, l'enfant s'appelait Pierre déjà?
Le premier enfant s'était déjà appelé Pierre? Non, pas du Non. tout. Pas du tout. Mais là, je suis quand même obligé de rester un minimum dans la... Oui, bien sûr. Mais en tout cas, moi, il y a dans tout ce travail, il y a une chose que j'aime beaucoup, et après, on peut utiliser la génétique ou d'autres outils, mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue une chose qui est extrêmement importante, qu'on appelle la vérité révélée et la vérité découverte. C'est-à-dire que la vérité révélée, c'est je vais voir quelqu'un, il me donne la solution, il me donne mon test génétique, et d'un seul coup, ça va m'aider dans ma vie. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que moi, je me méfie beaucoup de la vérité révélée, que je vais un petit peu opposer quand même à la vérité découverte, parce que dans la vérité découverte, il y a tout un travail qui est fait. Moi, personnellement, j'ai eu la chance dans cette enquête familiale d'avoir quelqu'un dans ma famille qui avait assisté à la naissance de cet enfant qui est mort un an avant moi. Et ça a été un travail réparateur extrêmement important dans mon parcours. Mais quelque part, c'est pas tant la clé, c'était pas tant de savoir ça. Est-ce que papy a trouvé mamie? Est-ce que je suis un enfant d'emplacement? Par contre, tout le long chemin qu'on fait pour accéder à cette histoire-là, je pense que ça permet de se construire, de se reconstruire et de retrouver un équilibre de vie et de repartir dans sa vie. Oui, non mais ça c'est vrai. Ça c'est un autre aspect évidemment de façon générale, pour les résultats des tests génétiques, je vois dans les témoignages que j'ai rassemblés, ça se termine quand même toujours bien. J'ai vu de familles, j'en aurais cité. Oui, mais il y en a énormément de témoignages. Qui ont été démolis, impactés par une révélation au plan génétique. Au contraire, parce qu'aujourd'hui, c'est différent des mentalités d'autrefois. Aujourd'hui, on a des ouvertures. Il y a moins de secrets de famille, peut-être. Excusez-moi, il y en a toujours, c'est vieux comme le monde et ça reste. Il y a des gens qui n'ont pas eu de parents, qui étaient orphelins, etc. Enfin, il y a toutes ces histoires, bien sûr, où là, on peut comprendre qu'on a envie de chercher. On parle plus vrai, on parle plus clair, entre autres grâce aux psychogénéalogistes qui font beaucoup avancer le schmilblick général. Mais je veux dire que les tests génétiques sont utilisés en général de façon positive. Et quand quelqu'un découvre découvre son père biologique ou autre, en général, il y a un contact, en général, il y a un échange. Vous vouliez ajouter quelque chose, Pierre, rapidement? Oui, là, j'avais juste quand même un bémol, c'est-à-dire que il ne faut pas standardiser. Je veux dire, on est tous uniques. Il y a vraiment une question d'unicité dans nos parcours et dans nos histoires, et qu'au sein de ces parcours et de ces histoires, on utilise tous des outils différents. Donc, il n'y a pas de solution standard qu'on peut appliquer comme ça à tous les Français ou à tous les Anglais. Je pense qu'il faut faire très attention et être très précautionneux au fait de dire que c'est à chacun, en fonction de sa problématique et des questions qu'il pose à sa famille, à sa propre vie, à savoir qui il est, de trouver les outils qui lui sont le plus adaptés. C'est pour ça que là, attention, on est tous, et c'est extrêmement important de ne pas trop standardiser et de rester dans cette idée d'unicité mais c'est là l'atout et l'inconvénient de la généalogie, au sens que chacun travaille sur ses propres ancêtres et que mes ancêtres sur lesquels je travaille ne sont pas ceux de Patrick Roger, ne sont pas ceux de Cécile de Bénédicte, on peut avoir des liaisons, sauf pour certains qui vont se découvrir communs. C'est ça. Quelles sont les origines de nos familles? Donc comment se sont-elles construites à travers les siècles et les pays? La généalogie qui avance, et notamment aujourd'hui avec l'ADN, parce que vous expliquez on peut justement avec l'ADN remonter plus loin que ce que permettent les archives. Oui, absolument, jusqu'au XVIIe siècle à peu près. Non, là on va remonter. Non, mais c'était avec les archives. Jean-Louis Bocarno et Nathalie Jovanovic-Floricourt, qui vous a aidé sur la partie notamment génétique. Merci d'être venu ce matin. C'est aux éditions Buchet-Chastel.